Pourquoi je prends la parole? Pourquoi j'ai décidé d'écrire? Parce que la division s'installe, lentement, profondément. Parce qu'un homme a été assassiné en raison de sa foi. Et que se taire, c'est consentir. Pour un sursaut républicain, essentiel, salutaire, urgent. Je suis né, vous le savez, en Iran. Un pays au passé millénaire, à l'histoire riche, au peuple épris de culture et de spiritualité, mais aussi un pays où l'espoir d'émancipation fut brutalement brisé par les soubresauts de l'histoire. Un pays où la liberté qui paraissait à portée de main fut confisquée par la violence et l'intolérance. À l'âge où les rêves s'élaborent, où l'âme se nourrit encore de promesses, j'ai vu se refermer sur mon horizon les murs de la censure, de la peur et du silence imposé. Avec ma mère, à laquelle je dédie cet ouvrage, et mon frère, nous avons quitté cette terre blessée en 79. Non pour fuir, mais pour choisir une autre manière de vivre, une autre manière de croire, une autre manière d'être au monde. La France, alors, ne fut pas un abri. Elle fut une évidence, un choix délibéré, ardent, réfléchi. Le choix d'une patrie fondée sur l'égale dignité de tous, protégée par la souveraineté du peuple et de sa loi, et bâtie sur la neutralité de l'État. La France m'offrait plus qu'un territoire, elle portait une vision du monde, celle où chaque individu, affranchi de ses origines, pouvait trouver sa place dans l'égalité et le respect du droit. Cette vision, pour moi, ne fut pas qu'une espérance abstraite. Elle devint une promesse d'accomplissement personnel, un serment tacite, une dette intime contractée envers ce pays d'adoption. Et c'est ainsi, peu à peu, que cette promesse, je l'ai faite mienne. C'est pour elle que je suis devenu avocat, pour défendre la primauté du droit contre les caprices du pouvoir, pour protéger la liberté de conscience contre toutes les formes d'asservissement. La France m'a tout donné, une langue, des droits, une appartenance, une possibilité de m'élever, de penser librement, de m'exprimer pleinement. En retour, j'ai voulu lui donner tout ce que je suis. Être français pour moi ne se résume pas à une appartenance administrative. C'est un acte de foi, un engagement renouvelé envers un projet politique et social sans équivalent, celui de permettre à des citoyens libres de coexister sous l'égide d'une même loi. C'est précisément au nom de cette fidélité à la France que j'ai écrit « Convaincre plutôt qu'interdire ». Non pour affirmer une position, mais pour défendre une conviction. Non pour imposer, mais pour contribuer à un débat devenu vital pour la République elle-même. Car aujourd'hui, la promesse républicaine que je connais semble blessée. Blessée non pas par un événement ponctuel, mais par une série de glissements, de dérives, de renoncements successifs qui, mis bout à bout, altèrent l'esprit même du pacte républicain. La laïcité, pierre angulaire de notre édifice commun, est invoquée de toutes parts, mais rarement dans sa vérité historique et juridique. Elle est désormais trop souvent instrumentalisée, dévoyée, trahie. Triste paradoxe. Ce principe, conçu pour libérer,
pour garantir à chacun l'indépendance de sa conscience est devenu prétexte à exclure, à réduire, à désigner. Certains diront qu'en ces temps troublés, il faudrait faire preuve de prudence, de mesure, peut-être même de silence. Mais l'histoire nous enseigne que lorsque les principes sont menacés, le silence devient faute. Et c'est pourquoi j'ai choisi la clarté de la parole. Les signes de la crise profonde de notre société sont visibles, ils sont concrets. Ils ne relèvent pas de l'impression, mais du réel. Des arrêtés municipaux interdisant certains vêtements ou symboles, des déclarations publiques assimilant des pratiques culturelles à des menaces pour l'ordre public, des débats médiatiques qui tournent à l'obsession identitaire. Tout cela participe d'une mécanique dangereuse, celle de la suspicion généralisée, un climat où le citoyen n'est plus regardé pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est, pour ce qu'il est supposé être. Le 25 avril dernier, un homme, Aboubacar Cissé, a été poignardé à mort dans l'enceinte d'une mosquée à Colomiers. 57 coups de couteau. Un acte d'une brutalité inouïe. Un meurtre sur fond de haine dont la cible n'a pas été choisie au hasard. Il serait irresponsable de considérer ces crimes comme un événement isolé. Il s'inscrit dans une atmosphère où l'altérité est vécue comme une menace, où la foi devient facteur de suspicion, où la différence devient fardeau. La République, dont j'ai épousé la promesse, ne se protège pas en érigeant la méfiance en mode de gouvernement. Elle se renforce, au contraire, en restant fidèle à son esprit. Assurer l'égale liberté de tous, sans distinction de croyance, d'origine ou d'apparence. La laïcité, dans sa conception authentique, ne cherche pas à neutraliser les consciences. Elle demande à l'État juste d'être neutre pour que les consciences puissent s'exprimer. La neutralité de l'État ne signifie ni indifférence ni hostilité. Elle signifie garantie de pluralité, respect du cadre commun, protection de l'intime. Mais aujourd'hui, la dérive est manifeste. La laïcité est invoquée pour justifier des interdictions successives, appelée à la rescousse pour couvrir des décisions qui relèvent moins du droit que du soupçon. Elle devient l'argument d'un contrôle social qui ne dit pas son nom. Et les premiers à en souffrir sont les plus jeunes de nos concitoyens, ceux de culture ou de confession musulmane, ou perçus comme tels, confrontés à des inégalités persistantes, à des blocages silencieux, à des exclusions non dites, mais bien réelles. L'accès à l'école, à l'emploi, au logement, aux soins, autant de domaines où la République devrait réparer, mais où elle laisse parfois s'installer le soupçon, la mise à distance, la relégation. Ce vécu n'est pas marginal, il n'est pas théorique. Il fragilise la promesse républicaine. Il crée une fracture profonde entre l'idéal affiché et la réalité perçue. Et cette fracture, si elle s'élargit, peut devenir irréparable. Ce qui n'était qu'un malaise devient à terme une rupture. Lorsque l'écart entre le droit proclamé et le vécu quotidien devient trop large, l'autorité morale de la République se dissout dans le soupçon de duplicité.
Le principe même d'universalité se trouve alors miné de l'intérieur, et avec lui, l'un des fondements les plus nobles de notre modèle républicain. La République ne peut tolérer cette situation sans se renier. Elle ne peut appeler à l'adhésion tout en excluant symboliquement certains de ses citoyens. Les discours politiques, les polémiques médiatiques, les décisions administratives hâtives ont, dans bien des cas, vidé la laïcité de sa substance. Ce qu'on brandit comme une valeur républicaine est devenu un instrument de tri, un prétexte à l'hostilité culturelle, une manière d'éviter de penser la complexité de notre pluralisme contemporain. Mais cette dérive n'est pas une fatalité. Il est donc encore temps de renouer avec l'ambition initiale du pacte laïque. Il est encore temps de se rappeler que la laïcité, loin d'être un instrument de domination, fut à son origine une conquête sociale et politique. Un principe arraché de haute lutte pour garantir à chacun, croyant ou non, le droit de vivre sans être dominé, ni par l'Église, ni par l'État, ni par l'opinion majoritaire. Il ne suffit pas de l'invoquer comme un étendard. Il faut la comprendre, la transmettre et la défendre avec rigueur, mais aussi avec grandeur. Convaincre plutôt qu'interdire n'est pas un livre théorique. Ce n'est ni un traité juridique, ni un manifeste politique. C'est un plaidoyer pour une conscience républicaine renouvelée. Il ne cherche pas à sanctuariser la laïcité. Il ne cherche pas non plus à l'assouplir. Il cherche à la faire vivre dans les réalités concrètes du XXIe siècle, à la réinscrire dans son double fondement, la liberté individuelle et l'égalité civique. La liberté de croire, la liberté de ne pas croire, la liberté de pratiquer sans justification à donner. Français par choix, républicain par engagement, héritier d'une tradition spirituelle transmise sans contrainte, je sais que la liberté n'est jamais définitivement acquise. Elle est une conquête fragile, exigeante, sans cesse à renouveler. Elle n'appartient à personne en propre. Elle se mérite chaque jour dans la clarté du droit et le courage de la parole. Il est encore temps de choisir la confiance contre la peur, temps de privilégier la raison contre la passion, temps d'édifier contre la tentation du rejet, l'exigence du respect mutuel. La République a toujours grandi lorsqu'elle a fait confiance à l'intelligence de ses citoyens. Elle faiblit lorsqu'elle cède à la tentation de l'ostracisme, de l'assignation, de la division, de l'exclusion. Aujourd'hui, l'heure n'est pas au confort des certitudes, elle est à la responsabilité lucide. Il faut oser dire que la République ne tiendra pas si elle exclut symboliquement une partie d'elle-même. Il faut oser rappeler que la laïcité, si elle cesse d'être un principe de liberté, devient un outil de domination. Et cela, aucun républicain sincère ne peut l'accepter. Il est encore temps, non de revenir en arrière, mais de reprendre en main l'héritage, de l'interroger, de le réarticuler, de l'actualiser sans le trahir, de dire avec force que la République ne se protège pas en humiliant, qu'elle ne se renforce pas en réduisant la pluralité, qu'elle ne s'édifie pas
sur la peur, mais sur le droit. Aujourd'hui, l'heure est venue de renouer avec l'ambition de la laïcité authentique, celle qui protège, celle qui libère, celle qui rassemble.